Salut! De nos jours, la Corée du Nord attire beaucoup d'attention et des gens du monde entier sont de plus en plus curieux de connaître son mode de vie. Mais soyons honnêtes, nous sommes assez dans le flou à propos de ce pays. Même en discutant avec quelqu'un qui s'y est rendu, vous obtiendrez des avis très divergents sur la vie en Corée du Nord. Cependant, aujourd'hui, nous avons décidé de rassembler quelques faits intéressants et méconnus sur ce pays. Peut-être que cette collection pourra éclairer ce à quoi ressemble la vie là-bas et comment les Nord-Coréens vivent leur quotidien. Alors, plongeons ensemble dans 17 faits étranges qui n'existent qu'en Corée du Nord. Numéro 17. La politique de punition sur 3 générations. En effet, la situation en Corée du Nord est profondément préoccupante. Imaginez un monde où enfreindre la loi ne vous affecte pas seulement vous, mais jette aussi une ombre sombre sur vos descendants pendant 3 générations. Cette réalité dystopique n'est pas de la fiction, mais bien la politique terrifiante des 3 générations de punition en Corée du Nord. Cette politique, ainsi que les innombrables violations des droits humains, dresse un tableau sombre de la vie dans cette nation isolée. En Corée du Nord, enfreindre la loi ne touche pas uniquement l'individu concerné, mais également sa famille sur 3 générations. Absurde, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je souffrir pour une erreur qui se transmet depuis des années? Les statistiques du pays sont accablantes. Plus de 40% des citoyens souffrent de faim, tandis que 20% du produit intérieur brut est destiné à l'armée. Seuls quelques rares touristes occidentaux osent s'y aventurer chaque année, et les citoyens sont classés en 50 et une catégorie sociale selon leur loyauté envers le gouvernement. La Corée du Nord est largement considérée comme la nation la plus corrompue au monde, selon l'indice de perception de la corruption. Bien que partageant une histoire commune, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont aujourd'hui deux mondes complètement opposés. La Corée du Sud, avec son économie florissante et son développement spectaculaire, est connue pour le miracle du fleuve Han. Outre ces différences économiques, il existe un contraste flagrant en matière de droits de l'homme. La Corée du Nord détient un triste record, souvent jugé comme le pire au monde, condamné par des organisations internationales comme l'ONU et Human Rights Watch. La vie en Corée du Nord est marquée par des politiques étranges. Une autorisation gouvernementale est nécessaire pour utiliser l'électricité et les dimanches sont consacrés au travail collectif. Résider à Pyongyang est un privilège déterminé par le gouvernement, basé sur la classe sociale. Zaïd Ra'ad al-Hussein, haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a souligné que l'ampleur et la nature de ces violations sont sans précédent dans le monde contemporain, nécessitant une attention mondiale immédiate. Numéro 16. Les jeans bleus et les vêtements occidentaux interdits. La scène vestimentaire en Corée du Nord est tout sauf ordinaire. Elle raconte une histoire de règles strictes et de symbolisme politique. Incroyable mais vrai, les réglementations gouvernementales s'étendent au-delà de la politique et pénètrent dans le domaine de la mode. L'interdiction des jeans bleus et des vêtements occidentaux en est un exemple. Le régime dirigé par Kim Jong-un impose un code vestimentaire unique pour maintenir le contrôle sur la culture et l'idéologie de la nation. Les jeans bleus et les tenues occidentales symbolisent les influences capitalistes, que le gouvernement considère comme une menace pour leur idéologie du juche, axée sur l'autonomie. Cette interdiction ne vise pas seulement la politique, mais également la conformité sociale. Les Nord-Coréens doivent porter des vêtements qui reflètent les valeurs et l'idéologie du pays. Alors que la mode occidentale peut être perçue comme une forme de rébellion, le gouvernement souhaite une homogénéité dans l'apparence. Cependant, malgré ces restrictions, certaines rumeurs prétendent que des Nord-Coréens porteraient secrètement des vêtements occidentaux en signe de résistance. Ces actes de non-conformité peuvent entraîner de lourdes conséquences, notamment l'emprisonnement. Cette interdiction est un reflet du contrôle strict du gouvernement sur la culture et une tentative de limiter les influences étrangères. Êtes-vous surpris qu'un sujet apparemment trivial comme les vêtements puisse être autant politisé dans ce régime strictement contrôlé? Eh bien, c'est ça la Corée du Nord, pleine de surprises et de différences. Numéro 15. Les célèbres femmes de la circulation de la RPDC. Dans les rues animées de Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, un spectacle remarquable se déploie à chaque intersection. Ici, les célèbres femmes de la circulation prennent place, vêtues d'uniformes bleu cobalt captivants
et se tenant avec grâce dans des cercles blancs immaculés. Elles sont l'incarnation vivante de cette étrange ville. Au-delà de leur apparence fascinante, ces femmes occupent un statut unique, vénérées par les locaux et admirées par les curieux voyageurs. Dans la République populaire démocratique de Corée, elles ont atteint une réputation presque légendaire, suscitant des compétitions animées parmi les hommes locaux pour gagner leur faveur, prouvant ainsi leur beauté indéniable et leur statut social élevé. Cependant, il y a bien plus que ce que l'on voit. Pour obtenir ce rôle prestigieux, elles doivent répondre à des critères rigoureux, généralement célibataires, d'une beauté saisissante et remarquablement grande. Leur parcours débute souvent dès l'âge de 17 ans, juste après leurs études. Sous la surface de leurs mouvements élégants et de leur direction de la circulation se cache une histoire de dévouement inébranlable, de discipline rigoureuse et d'entraînement acharné. Grâce à leurs gestes gracieux, elles assurent la sécurité des piétons et des véhicules, insufflant une présence rayonnante dans les rues de Pyongyang. En retour, elles gagnent le respect profond et l'admiration de la communauté nord-coréenne. Bien que cette ville reste enveloppée de mystères, ces femmes de la circulation se dressent comme un symbole ouvert et captivant de la beauté énigmatique de Pyongyang. Elles sont bien plus que de simples icônes. Elles sont les gardiennes de l'ordre et de l'élégance au cœur de la Corée du Nord, ajoutant une touche de mystère à ces rues. Numéro 14. Le système informatique et Internet nord-coréen. La notion d'aller en ligne en Corée du Nord prend une tournure complètement étrange. Dans un monde où l'information circule librement comme une rivière numérique, ce pays se dresse comme une exception frappante. Pour environ 25 millions de citoyens nord-coréens, Internet est une énigme, un univers qu'ils ne peuvent que rêver d'explorer. Les quelques chanceux qui détiennent la clé de l'Internet mondial sont une infime fraction de cette société secrète. Ces individus privilégiés forment une caste rare, bien connectée au réseau numérique mondial. Pour eux, Internet est une fenêtre sur le monde, un portail leur permettant d'apercevoir une réalité différente de la leur. Pourtant, même leur accès à Internet est fortement restreint, avec des sites web et des informations étroitement surveillées et contrôlées par le gouvernement. Pour la majorité des Nord-Coréens, accéder à leur propre Internet national, déjà fortement censuré, reste un rêve lointain. Cet espace contrôlé et limité, où le contenu approuvé par le gouvernement règne en maître, incarne l'étendue du pouvoir du régime pour maintenir ses citoyens dans l'ignorance. Dans cette dystopie numérique, la quête d'une information libre et ouverte devient une illusion. Le concept de recherche sur Google, de mise à jour sur les réseaux sociaux ou de flux d'informations mondiales est aussi étranger qu'une galaxie lointaine. C'est vraiment étrange, car dans un monde où l'information est synonyme de pouvoir, les Nord-Coréens sont maintenus dans un état de déconnexion perpétuelle, incapables de tirer parti du potentiel qu'Internet peut offrir. Numéro 13. Le système de caste basé sur la loyauté. Dans cette société mystérieuse, différente de toute autre, il n'existait pas de système de caste traditionnel, mais une hiérarchie basée sur la loyauté qui définissait chaque aspect de la vie. Au sommet de cette structure singulière se trouvaient les loyalistes qui jouissaient de privilèges considérables. Ils avaient accès à la meilleure éducation, aux soins de santé les plus performants et à une nourriture raffinée. En retour, ils devaient témoigner une allégeance inébranlable au leader suprême, le louant quotidiennement à travers des manifestations publiques minutieusement chorégraphiées. En dessous d'eux se trouvaient les indécis, ceux dont la loyauté vacillait. Ils s'efforçaient de se rapprocher des loyalistes, allant jusqu'à dénoncer leurs amis et leurs familles pour gagner les faveurs du régime. Mais le risque était immense. Une seule erreur, et ils risquaient de tomber dans la redoutable catégorie des hostiles. Les hostiles, eux, subissaient les pires traitements. Surveillés en permanence, envoyés dans des camps de rééducation ou contraints au travail forcé, leur loyauté était constamment remise en question. Échapper à cette étiquette était presque impossible. Au cœur de cette société complexe vivait une jeune fille nommée Soo-jin, née dans la catégorie des indécis, car son père avait autrefois remis en question les politiques menées du régime. Soo-jin rêvait de devenir une loyaliste. Mais dans une société où la loyauté n'était pas simplement une vertu, mais la véritable monnaie d'existence, Soo-jin allait apprendre sa valeur de manière inattendue.
Gravirait-elle les échelons du privilège ou oserait-elle défier le système dans l'espoir d'une vie meilleure et plus libre? Numéro 12. Les villages de propagande. Avez-vous entendu parler des fascinants villages de propagande en Corée du Nord? Ces établissements méticuleusement planifiés, situés près de la frontière avec la Corée du Sud, sont conçus pour projeter une image de prospérité et de succès au reste du monde. Le plus célèbre de ces villages est Kijongdong, souvent appelé le village de la paix ou le village de propagande. Kijongdong est connu pour ses caractéristiques remarquables, comme son immense mât portant l'un des plus grands drapeaux du monde. C'est un village qui semble prospère, avec des bâtiments bien entretenus, de l'électricité et même de la musique patriotique synchronisée diffusée par des haut-parleurs. Cependant, il est largement admis que peu de résidents y vivent réellement et que le village sert principalement de façade. Les villages de propagande, comme Kijongdong, sont conçus pour créer une illusion de prospérité. Ils visent à montrer la force et le développement de la Corée du Nord à la Corée du Sud et au reste du monde. Les touristes et les journalistes qui visitent le côté sud-coréen de la frontière peuvent souvent voir ces villages à l'aide de jumelles ou de lentilles télescopiques, ce qui suscite leur curiosité depuis de nombreuses années. Ces villages ne sont qu'un exemple des vastes efforts de propagande de la Corée du Nord qui visent à maintenir une image d'autosuffisance et de puissance. Cependant, la réalité en Corée du Nord est souvent très différente, avec de nombreux citoyens confrontés à des défis économiques et à un accès limité à l'information. Les villages de propagande comme Kijongdong sont soigneusement construits pour transmettre une image de prospérité et de succès, mais ils soulèvent également des questions sur le contraste frappant entre la perception et la réalité en Corée du Nord. Numéro 11. L'hôtel Ryugyong. L'hôtel Ryugyong à Pyongyang, en Corée du Nord, se dresse comme un symbole à la fois d'ambition architecturale et de luttes économiques. Le nom Ryugyong lui-même dérive d'un terme historique pour Pyongyang, signifiant capitale des saules. Cette structure colossale, atteignant 330 mètres de hauteur, est souvent surnommée l'hôtel de la malédiction, en raison de son histoire marquée par des retards de construction et des abandons. La construction de l'hôtel Ryugyong a débuté en 1987, mais a été entravée par de nombreuses interruptions. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991, principal partenaire commercial de la Corée du Nord, a entraîné une crise économique qui a encore freiné le projet. Ce gratte-ciel de 105 étages n'a jamais accueilli un seul invité, contrairement aux hôtels fonctionnels de Pyongyang. L'hôtel Ryugyong est constitué de 3 sections qui convergent au sommet, avec une section conique de 8 étages destinée à abriter des restaurants tournants. Mais ces installations restent inachevées. Les travaux extérieurs ont repris en 2008 sous la gestion d'une entreprise égyptienne, le groupe Orascom. Terminer l'hôtel Ryugyong coûterait environ 2 milliards de dollars, une somme considérable pour un pays dont le produit intérieur brut est d'environ 40 milliards de dollars. En attendant, le bâtiment a trouvé d'autres usages, comme servir de toile de fond pour des messages de propagande affichés sur plus de 100 000 écrans LED. Malgré les efforts de construction en cours et quelques signes mineurs de progrès, l'hôtel Ryugyong reste un monument mystérieux et inachevé, continuant à être connu sous le nom de l'hôtel de la malédiction. Numéro 10. Le fuseau horaire unique. La Corée du Nord possède une particularité qui la distingue de la majeure partie du monde. Son propre fuseau horaire, appelé à juste titre heure de Pyongyang. Depuis mai 2018, l'heure standard de la Corée du Nord est synchronisée avec celle de la Corée du Sud, soit 9 heures d'avance sur le temps universel coordonné, UT plus 9. Cette synchronisation marque un changement significatif par rapport au passé, lorsque la Corée du Nord avait un fuseau horaire distinct de celui de son voisin du Sud. Fait intéressant, la Corée du Nord, tout comme la Corée du Sud, n'applique pas l'heure d'été. Cela signifie qu'au cours de l'année, les horloges dans le royaume ermite restent constantes, évitant les ajustements saisonniers pratiqués par d'autres nations. La gestion du temps en Corée du Nord est méticuleusement contrôlée par la Commission d'État pour la science et la technologie, soulignant l'emprise de l'État sur les moindres aspects de la vie quotidienne. Cette centralisation du contrôle de l'heure est emblématique de l'isolement du pays et de la forte mainmise du gouvernement sur ses citoyens. La décision d'aligner le fuseau horaire nord-coréen sur celui de la Corée du Sud
peut sembler anodine, mais dans le contexte politique nord-coréen, elle revêt une signification symbolique. Elle suggère un désir d'unité ou, à tout le moins, un geste diplomatique visant à promouvoir la collaboration. Partager un fuseau horaire pourrait servir de pont subtil entre les deux Corées, symbolisant l'espoir d'un avenir harmonieux. L'heure de Pyongyang peut sembler un détail insignifiant sur la scène mondiale, mais elle incarne l'histoire complexe de la nation et ses aspirations pour un futur différent, où le temps pourrait rapprocher les deux Corées plutôt que de les séparer. Numéro 9. L'escouade des plaisirs. Derrière les rideaux de fer de la Corée du Nord se cache une organisation intrigante. L'escouade des plaisirs. Que vous vient-il à l'esprit? L'escouade des plaisirs nord-coréenne est un groupe très secret et inhabituel dans la société nord-coréenne. Elle est principalement composée de jeunes femmes sélectionnées pour leur beauté, leur talent et leur loyauté envers le régime. Ces femmes suivent une formation rigoureuse en musique, danse et divertissement, et leur objectif principal est de divertir et de remonter le moral de l'élite nord-coréenne, y compris les hauts fonctionnaires du gouvernement. L'escouade se produit lors d'événements extravagants, tels que des banquets d'État, des festivals culturels et des célébrations. Elles sont souvent vêtues d'uniformes étincelants et réalisent des performances synchronisées qui mettent en valeur leur talent et leur dévouement. Bien qu'elles soient célébrées pour leurs compétences, un air de mystère entoure ce groupe. Peu d'informations sont disponibles sur la vie personnelle de ses membres, qui sont souvent présentés comme des symboles de la dévotion de la Corée du Nord à son régime dirigeant. Ces dernières années, quelques tentatives ont été faites pour en savoir plus sur l'escouade des plaisirs. Quelques défecteurs et initiés ont partagé leurs expériences, révélant la formation exigeante, la discipline stricte et les pressions auxquelles ces femmes sont confrontées. Malgré leur apparence glamour, elles sont soumises à une surveillance stricte et risquent de lourdes conséquences en cas de désobéissance perçue. Numéro 8. Interdiction des médias étrangers. L'interdiction des médias étrangers en Corée du Nord suscite curiosité et inquiétude dans le monde entier. Les politiques de censure stricte de cette nation recluse rendent presque impossible pour ses citoyens d'accéder à des informations échappant aux récits rigoureusement contrôlés par l'État. Cette interdiction fait partie de la stratégie du gouvernement pour maintenir une emprise de fer sur le flux d'informations. L'accès aux films, émissions de télévision et actualités étrangères est strictement interdit. À la place, les citoyens sont submergés de contenus approuvés par l'État, glorifiant leurs dirigeants et promouvant l'idéologie gouvernementale. Cette approche isolationniste a de graves répercussions pour le peuple nord-coréen. Privés de perspectives mondiales et d'un accès à des informations fiables, ils sont coupés du reste du monde. Bien que des médias étrangers de contrebande parviennent à entrer dans le pays, les conséquences pour ceux qui sont surpris en leur possession peuvent être sévères, incluant l'emprisonnement. Malgré ces restrictions, il existe des preuves d'un réseau clandestin d'information en pleine expansion, alimenté par le désir humain de connaissance et de découverte du monde extérieur. Ce mouvement souterrain prend de grands risques pour accéder aux médias étrangers, qui offrent un aperçu de la vie au-delà des frontières nord-coréennes. Dans un monde de plus en plus interconnecté grâce à la technologie et aux médias, l'interdiction des médias étrangers par la Corée du Nord demeure une anomalie. Cette situation soulève des questions sur le pouvoir de l'information, la liberté d'expression et les mesures extrêmes qu'un gouvernement est prêt à prendre pour maintenir son contrôle. Numéro 7. Loi sur la naissance. Les coutumes entourant la naissance en Corée du Nord sont aussi uniques et intrigantes que la nation elle-même. Bien que le régime secret ne partage pas volontiers ses pratiques culturelles avec le monde, certains aspects de la naissance en Corée du Nord ont été dévoilés. Une tradition distinctive est l'importance du chiffre 3. Les Nord-Coréens croient que le chiffre 3 porte chance. Ainsi, les nouveau-nés sont généralement célébrés le troisième jour de leur vie. Ce jour-là, famille et amis se réunissent pour offrir des bénédictions et de petits cadeaux à l'enfant. C'est un moment d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. Les fêtes de révélation du genre ne sont pas courantes en Corée du Nord, l'accent étant davantage mis sur la santé et le bien-être de l'enfant. Cependant, une tradition bienveillante veut que les grands-parents de l'enfant choisissent un nom, souvent basé sur des références historiques ou significatives. La naissance est également considérée comme un événement communautaire.
et tout le village se rassemble souvent pour soutenir la mère et accueillir le nouveau-né. Les vêtements traditionnels coréens, connus sous le nom de hanbok, sont fréquemment portés lors de ces rassemblements, ajoutant une touche de signification culturelle à l'événement. Bien que les coutumes de naissance en Corée du Nord restent entourées de mystères, ces indices de tradition et de célébration révèlent un aperçu d'une nation avec une approche unique pour accueillir une nouvelle vie dans le monde. Numéro 6. Le calendrier nord-coréen. Le calendrier Juche, une autre fenêtre sur le monde nord-coréen, défie l'ordinaire et plonge dans un domaine extraordinaire de mesure du temps. Quel genre de calendrier est-ce? Imaginez un calendrier où l'histoire tourne autour de la vie d'un seul homme, le charismatique Kim Il-sung. Ce système unique, en usage depuis 1997, témoigne de la dévotion inébranlable de la nation envers son père fondateur. Dans le calendrier Juche, le compte du temps ne commence pas avec la naissance d'une nation, mais avec celle de Kim Il-sung en 1912, célébrée comme l'an Juche 1. C'est comme si le temps lui-même s'inclinait devant la présence de cette figure emblématique. Chaque année, chaque événement, chaque célébration en Corée du Nord est orchestrée pour honorer l'héritage de ce président éternel. Les fêtes nationales, comme la captivante Journée du Soleil, sont alignées avec des moments importants de la vie de Kim Il-sung. Ces dates ne sont pas de simples jours sur un calendrier, mais des échos du passé, ravivant le respect indéfectible du peuple pour leur leader vénéré. Le calendrier Juche s'intègre dans l'identité même de la Corée du Nord, façonnant non seulement les dates sur le calendrier, mais aussi les esprits de ses citoyens. Cela peut sembler déroutant pour les étrangers, mais le calendrier Juche reflète une vision du monde où le temps est une toile peinte aux couleurs d'une idéologie singulière. Ce n'est pas simplement un calendrier, c'est un symbole d'unité nord-coréenne et d'allégeance au grand leader. Maintenant, place à la sélection du jour par nos abonnés. En Corée du Nord, l'intégration d'un grand nombre de femmes dans l'armée reflète l'essence de leurs pratiques militaires uniques. Regardez cette image de femmes coréennes vêtues d'uniformes militaires. Cette photo pourrait vous intriguer, et c'est précisément ce dont nous allons parler. Observez à quel point les uniformes de ces femmes sont étranges avec leur poitrine dégagée. Les femmes militaires s'habillent-elles réellement de cette manière? Eh bien, la Corée du Nord regorge d'activités insolites. L'effectif impressionnant de l'armée nord-coréenne repose sur une pratique appelée conscription. Jusqu'en 2015, seuls les hommes éligibles étaient enrôlés pour le service militaire, tandis que les femmes choisissaient de servir volontairement. Mais voici le rebondissement. Des changements significatifs sont survenus. Des amendements législatifs imposent désormais un service militaire obligatoire pour toutes les femmes nord-coréennes jusqu'à l'âge de 23 ans. Ce changement de politique est fascinant. Il soulève des questions sur l'égalité des sexes, le rôle des femmes dans la société nord-coréenne et les intentions de l'État. Ce sujet dépasse la question des uniformes des militaires et explore les dynamiques complexes d'une nation secrète. Que pensez-vous de cette transformation marquante dans l'approche de la Corée du Nord vis-à-vis du service militaire pour les femmes? Pensez-vous qu'il s'agit d'un pas vers l'égalité des genres, ou y a-t-il plus à découvrir? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et engageons une conversation sur ces aspects uniques de la vie en Corée du Nord. Numéro 5. Le K-pop peut vous coûter la vie. Le régime autoritaire de la Corée du Nord continue de susciter l'indignation internationale pour ses actions répressives, et le récent rapport sur l'exécution de personnes pour le simple fait de regarder ou de distribuer des vidéos de K-pop en est un exemple frappant. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, au moins 7 personnes ont été exécutées au cours de la dernière décennie sous prétexte d'éradiquer un soi-disant cancer vicieux, selon les termes du dirigeant Kim Jong-un. Cette réaction extrême à l'influence de la K-pop s'explique par le contrôle strict que la Corée du Nord exerce sur ses citoyens. Le régime perçoit les influences extérieures, particulièrement celles venant de Corée du Sud, comme une menace pour son contrôle idéologique. La K-pop, avec son attrait mondial, gagne en popularité même en Corée du Nord, offrant une source alternative de divertissement et un aperçu du monde extérieur. Les conséquences sévères liées à la K-pop illustrent non seulement les efforts du gouvernement nord-coréen pour maintenir son emprise sur le pouvoir, mais également le pouvoir d'expression culturelle qui transcende les frontières.
Bien que la communauté internationale condamne depuis longtemps les violations des droits de l'homme en Corée du Nord, peu de choses ont changé dans le pays. Cette situation rappelle tristement les droits fondamentaux refusés à son peuple et les immenses défis pour provoquer un changement dans un régime aussi répressif. Alors que le monde continue de jongler avec la complexité des actions de la Corée du Nord, des histoires comme celle-ci soulignent l'importance de défendre les droits de l'homme et de favoriser des connexions pouvant amener un changement. Numéro 4. Aucune liberté religieuse. La Corée du Nord est tristement célèbre pour ses restrictions extrêmes sur la liberté religieuse. L'objectif principal du régime est la vénération de ses dirigeants, notamment Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, créant ainsi un culte de la personnalité qui remplace les croyances religieuses traditionnelles. Cela a conduit à la suppression de toute forme de religion organisée dans le pays. Le gouvernement nord-coréen considère la religion comme une menace à son autorité, la percevant comme une influence occidentale susceptible de saper son contrôle sur le peuple. En conséquence, les pratiques religieuses sont interdites, et la punition pour toute activité religieuse peut être sévère, allant de l'emprisonnement à l'exécution. Les rares activités religieuses rapportées en Corée du Nord se déroulent souvent de manière clandestine, dissimulées pour éviter toute détection. Ceux qui pratiquent leur foi en secret vivent dans une peur constante, car ils peuvent être dénoncés par des informateurs, y compris des membres de leur famille ou leurs voisins. Le régime encourage activement les citoyens à signaler tout signe d'activité religieuse, entravant encore davantage la pratique de la foi. Cette absence de liberté religieuse ne se contente pas de violer les droits humains fondamentaux, elle renforce également l'atmosphère oppressive en Corée du Nord. Cela montre comment le régime contrôle étroitement chaque aspect de la vie de ses citoyens, ne laissant aucune place aux croyances ou pratiques personnelles qui ne s'alignent pas sur l'idéologie officielle. Numéro 3. Pas d'appels internationaux. Entouré de secrets, un aspect frappant de cette isolation est l'absence d'appels téléphoniques internationaux. En Corée du Nord, il est presque impossible pour les citoyens ordinaires de passer ou de recevoir des appels internationaux. Cette politique découle du contrôle strict exercé par le gouvernement sur les informations et les communications au sein du pays. Le régime de Kim Jong-un maintient une emprise rigoureuse sur les télécommunications afin d'empêcher les influences extérieures de pénétrer dans le pays. Le gouvernement gère son propre réseau sous contrôle étatique, Koryolink, qui offre un accès limité aux communications internationales, mais est étroitement surveillé. Le Nord-Coréen moyen n'est pas autorisé à passer des appels internationaux, ni à accéder à Internet à l'échelle mondiale. Cette restriction a des conséquences considérables. Elle isole la population du reste du monde, limitant son exposition à d'autres cultures, idées et informations. Le manque d'appels internationaux aggrave le flux d'informations déjà restreint et rend difficile pour les Nord-Coréens de se connecter avec leurs proches vivant à l'étranger. Malgré cette isolation, certaines personnes tentent de contourner les restrictions par des moyens illégaux, comme l'introduction clandestine de cartes SIM étrangères ou l'utilisation de réseaux mobiles chinois près de la frontière. Cependant, les conséquences pour ceux qui sont pris en flagrant délit peuvent être graves, allant de l'emprisonnement à l'exécution. Il ne fait aucun doute qu'il est difficile de vivre dans un tel pays, déconnecté du reste du monde. Numéro 2. Coupe de cheveux et mode imposée par l'État. Pourquoi une nation offrirait-elle une perspective unique sur la coiffure et la mode? Reflétant la mainmise autoritaire sur la société, le gouvernement nord-coréen, dirigé par Kim Jong-un, exerce un contrôle important sur l'apparence personnelle de ses citoyens. Les règlements concernant les coupes de cheveux sont strictement appliqués, avec des directives spécifiques pour les hommes et les femmes. Les hommes sont encouragés à garder les cheveux courts, avec une longueur maximale de 2 cm pour les styles plus ambitieux. Les femmes ont un choix limité parmi des coiffures approuvées par l'État. Ces règles visent à renforcer les valeurs traditionnelles et à décourager les influences étrangères. En matière de mode, la Corée du Nord met l'accent sur la modestie et la praticité. Les vêtements traditionnels coréens, comme le hanbok, sont souvent portés lors d'occasions spéciales, tandis que les tenues quotidiennes tendent à être uniformes en style et en couleur, privilégiant des tons neutres. Les tendances de mode étrangères sont rares en Corée du Nord, mais elles pénètrent lentement dans le pays, en particulier dans la capitale, Pyongyang.
Cela se manifeste par la popularité croissante des vêtements de style occidental, notamment parmi la jeune génération et l'élite. Cependant, les citoyens doivent trouver un équilibre entre l'expression personnelle et la conformité, car adopter la mode occidentale est souvent perçu comme un acte de rébellion contre le régime autoritaire. Numéro 1. La sanction pour manque de respect. En Corée du Nord, le respect des lois, des dirigeants et de l'idéologie nationale est d'une importance capitale. Tout manque de respect peut entraîner de graves conséquences, soulignant la rigidité du régime en place. Les dirigeants nord-coréens, en particulier la dynastie Kim au pouvoir, sont vénérés à un niveau proche de la déification. Les portraits et statues des dirigeants sont omniprésents, et tout signe de manque de respect, qu'il soit intentionnel ou non, est considéré comme une infraction grave. Critiquer le gouvernement ou ses politiques peut entraîner l'emprisonnement, le travail forcé ou même l'exécution. Les lois strictes du pays exigent une obéissance absolue de la part de ses citoyens. Toute transgression, comme tenter d'accéder à des médias étrangers ou pratiquer des activités religieuses, est sanctionnée par des peines sévères. Le respect imposé s'étend à tous les aspects de la vie. Par exemple, s'incliner devant les statues et monuments des dirigeants est obligatoire. Tout manquement peut être signalé par des informateurs, ce qui peut entraîner des réprimandes des autorités. Ce niveau de contrôle suscite souvent choc et inquiétude au sein de la communauté internationale, posant des questions sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Les sanctions strictes pour manque de respect reflètent non seulement le régime autoritaire du gouvernement, mais aussi un moyen de maintenir une emprise sur la population. La punition sévère pour tout signe de manque de respect rappelle tristement la situation des droits de l'homme dans le pays et l'emprise étouffante exercée par le régime. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.